Étudier une fonction mathématique, ça peut faire un peu peur, hein, mais en fait, il faut voir ça comme une sorte d'enquête. L'idée, c'est de révéler toute l'histoire qui se cache derrière une courbe, de dessiner son portrait robot le plus détaillé possible. Oui, on peut dire ça comme ça. Chaque fonction est une petite énigme. Et savoir la décoder, c'est crucial, parce que ça permet de comprendre l'évolution d'un phénomène, que ce soit en physique, en économie, n'importe où. Elle nous cache des secrets sur sa forme, sa direction, ses points clés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode pour tout résoudre. Et ce plan, c'est un peu notre feuille de route. C'est une approche bien structurée, étape par étape, qui va nous permettre de démystifier n'importe quelle fonction et de la comprendre vraiment dans les moindres détails. Alors, on plonge dans le vif du sujet. La toute première étape, définir le territoire de la fonction, c'est-à-dire où est-ce qu'elle existe et où est-ce qu'elle n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le fameux domaine de définition. L'objectif ici, il est simple. Il s'agit d'identifier l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction a un sens, pour lesquelles le calcul est possible. En gros, on cherche à délimiter les frontières de son monde. Pour faire ça, on va chercher les grands interdits mathématiques, les classiques. Règle numéro 1, on ne divise jamais par 0. Règle numéro 2, sous une racine carrée, on doit toujours avoir un nombre positif ou nul. Et enfin, dans un logarithme, il faut un nombre strictement positif. Ce sont vraiment les 3 règles d'or à vérifier à chaque fois. Ok, une fois que notre territoire est bien défini, on va s'intéresser à ses horizons. Qu'est-ce qui se passe pour la fonction quand x devient immense ou au contraire très petit, ou quand il s'approche des bords de son domaine? Ça, c'est l'étude des limites. Le but, c'est de comprendre la trajectoire de la courbe sur le long terme. D'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle va? Cette analyse, elle va nous permettre de dessiner les grandes lignes de son comportement et surtout de repérer ce qu'on appelle les asymptotes. Les asymptotes, c'est un peu comme des lignes de guidage invisibles pour la courbe. Si la fonction se rapproche d'une valeur fixe quand on va vers l'infini, eh bien on a une asymptote horizontale. Si elle part à l'infini près d'un certain point, c'est une asymptote verticale. Et parfois elle se met à suivre une droite oblique. Ce sont les limites qui nous révèlent tous ces guides cachés. On passe maintenant au cœur du réacteur, l'outil le plus puissant de notre analyse, la dérivée. C'est elle qui va nous dire comment la fonction se comporte, si elle monte, si elle descend, bref, son sens de variation. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple qui va nous suivre jusqu'à la fin. Prenons la fonction f de x égale x au cube moins 3x plus 1. C'est un polynôme, donc c'est plutôt simple, il est défini partout, sur l'ensemble des réels. La méthode est super systématique, et c'est ça qui est bien. D'abord, on calcule la dérivée. Ensuite, on cherche les points où cette dérivée s'annule. Ce sont nos points critiques. Après, on étudie son signe. C'est ça qui nous dira si la fonction monte ou si elle descend. Et à la fin, on résume tout ça dans un beau tableau de variation. Pour notre exemple, la dérivée de x cube moins 3x plus 1, c'est 3x au carré moins 3. On peut la factoriser en 3 fois x moins 1 fois x plus 1. Elle s'annule donc pour x égale moins 1 et x égale 1. L'étude de signe nous montre que la dérivée est positive avant moins 1, donc la fonction est croissante, négative entre moins 1 et 1, donc elle est décroissante, et de nouveau positive après 1, elle redevient croissante. Ces changements de direction, c'est vraiment la clé. Le premier changement, il se passe en x égale moins 1. La fonction passe de croissante à décroissante. Hop, ça crée un sommet. C'est ce qu'on appelle un maximum local. Et si on calcule sa valeur, f de moins 1, on trouve 3. Et le deuxième changement de direction, c'est en x égale 1. Là, la fonction redevient croissante, ce qui forme un creux. On a donc un minimum local, et sa valeur, f de 1, c'est moins 1. Et maintenant, si on rassemble toutes ces infos, on obtient le carnet de voyage complet de notre fonction. Ce tableau, il résume tout son parcours. Elle part de moins l'infini, elle monte jusqu'à son sommet à 3, elle redescend dans son creux à moins 1, et puis elle remonte vers plus l'infini. Là, l'histoire de ces variations est devenue limpide. Mais on peut aller encore plus loin dans le détail. La première dérivée nous a donné la direction. La dérivée seconde, qu'on note f seconde de x, elle, va nous donner la forme de la courbe. On appelle ça la concavité. Pour se le représenter, c'est assez simple. Si la dérivée seconde est négative, la courbe est tournée vers le bas, comme une bosse. On dit qu'elle est concave. Si au contraire la dérivée seconde est positive, la courbe est tournée vers le haut, comme une coupe ou un bol. On dit qu'elle est convexe. Appliquons ça à notre exemple. La dérivée de 3x carré moins 3, c'est 6x. Le signe de cette dérivée seconde est donc hyper simple. Il est négatif quand x est négatif et positif quand x est positif. Ça veut dire que la concavité de notre courbe change précisément en x égale 0. Ce point exact où la courbe bascule, où elle passe de concave à convexe, porte un nom, c'est un point d'inflexion. Pour notre fonction, il se situe donc en x égale 0. Et la valeur de la fonction à cet endroit, f de 0, c'est 1. Le point de coordonnée 0,1 est donc le lieu de ce changement de forme.
Allez, dernière étape de notre analyse. Il s'agit maintenant de trouver les derniers points de repère importants, les endroits précis où notre courbe vient croiser les axes du graphique. Pour trouver où elle coupe l'axe vertical, l'axe désordonné, c'est facile. Il suffit de calculer f de 0. Pour les intersections avec l'axe horizontal, l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale 0, ce qui peut parfois être un peu plus compliqué. Ça y est, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les assembler pour dresser le portrait final, le portrait complet de notre fonction. Voilà, donc la carte d'identité de notre fonction. Son domaine, c'est tous les réels. Elle a un maximum local au point -1, 3 et un minimum local en 1, -1. Son point d'inflexion, qui est aussi le point où elle coupe l'axe Y, c'est 0, 1. Et grâce à notre tableau de variation, on sait qu'elle coupe l'axe des X en 3 points différents. Le portrait est complet. On le voit, ce plan systématique, ça transforme une expression qui semblait abstraite en une histoire visuelle, une histoire dynamique. Chaque fonction a sa propre personnalité. La prochaine fois qu'on en croisera une, quelle histoire choisira-t-on de décoder ?